Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous dans Débriefing. Débriefing, émission d'opinion sur Beyond Télévision. Chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public. Y aura-t-il élection le 23 décembre prochain? La crise de confiance perdure, l'opposition multiplie des préalables et des menaces de boycott. De ce point de vue, la perspective d'une transition se rapproche-t-elle pour ou contre une transition, sans Joseph Kabila? Tout dépend. Et puis, il y a 3 ans, naissait le G7, plateforme de 7 partis politiques qui ont claqué la porte de l'MP pour passer à l'opposition. On verra ce qu'il en reste ou ceux qui sont devenus. Et faut-il prendre au sérieux les menaces de Kinshasa de quitter la Cour pénale internationale? Je suis avec Hubert Tetika, député national de Kasongo-Lunda. Kasongo-Lunda, c'est un territoire du Congo, l'une des provinces de l'ex-Bandundu. C'est le porte-parole de l'ARC, l'Alliance pour le renouveau du Congo, parti politique d'Olivier Kamitatu. Monsieur Tetika, bonsoir. Bonsoir. Première question, comment ça se fait que vous et moi, on ne s'est jamais rencontrés sur un plateau pour un débat télévisé? Tiens. Oh, peut-être un problème de calendrier, vous savez. Donc, j'ai souvent été dans des plateaux de télé, mais ça fera quand même au moins plus de 6 mois, 8 mois que je ne suis plus passé quelque part. J'avais pris une pause. Mais maintenant que je reprends, c'est bien, je reprends chez vous. Voilà. Peut-être que c'est moi qui ai failli. Moi, je n'ai jamais cherché à faire une interview avec vous. Non, du normalement, tout. Je le devrais. Du tout. Une fois, j'allais même passer ici, mais il y a eu un problème de un petit contretemps, mais bon. Mais je suis là vraiment avec plaisir, parce que bon, B1 quand même, c'est pas une télé à présenter, c'est plus une télé à présenter, quoi. Et ceux qui nous regardent s'attendent à ce qu'on reçoive les leaders, les personnalités qui font l'actualité, les leaders de tous bords. Exact. Voilà. Alors, Olivier Kamitatu, le patron de votre parti, a été l'un de mes premiers invités à mes débuts il y a 15 ans. Ah bon? Au lendemain du dialogue de Sand City. Et puis plus rien. Ça vous ennuierait de lui me faire parvenir mon invitation à cette émission? Non, au contraire, ça je le ferai volontiers. Okay. Je le ferai même ce soir s'il est faux. Donc on va le lui dire, voilà. Alors, au moment où je le recevais, il était le chef de la délégation du mouvement rebelle de Jean-Pierre Bemba au dialogue. Il en sera plus tard le secrétaire général quand le mouvement se mue en parti politique. Et puis il y a eu le divorce, il crée l'ARC. Quels sont les rapports entre l'ARC et le MLC à ce jour? Bon, à ce que je sache, ce sont 2 partis qui n'ont aucun conflit entre eux, quoi. Il n'y a pas de conflit entre l'ARC et le MLC. De toute façon, vous suivez l'évolution de la situation, vous voyez comment ça se passe. Bon, quant à, je ne sais pas, parce que les gens, effectivement, beaucoup ont spéculé sur les rapports entre les deux leaders. Mais à ce que je sache, c'est pas ce qu'on pense réellement. Vous savez, on est en politique. En politique, les alliances se font, se défont, se refont aussi, comme on peut dire. Mais à ce que je sache, moi, je pense que ça va. Ok. Parce qu'entre les 2 hommes, Bemba et Kamitatu, on parlerait d'anciens alliés et ex-amis. Bon, je n'entre pas je ne vais pas entrer dans la vie privée des gens qui étaient amis. Mais bon, moi je vois tout sous l'angle politique. Sous l'angle politique, je pense que même s'il pouvait y avoir des problèmes, je pense que l'intérêt de la nation, parce qu'il faut toujours aller au-delà de ses intérêts personnels, leurs intérêts personnels, ils doivent peut-être les abandonner, si au cas où l'intérêt supérieur demander qu'ils soient ensemble. Voilà. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais ce qui s'est passé avant la rencontre des opposants à Bruxelles on dit long sur ce que sont devenus leurs rapports. On a entendu dire que Jean-Pierre Bemba aurait posé comme condition qu'il n'y ait pas Olivier Kamitatu, qu'il n'y ait pas José Ndundo à cette rencontre, où qu'il y soit. Heureusement que vous parlez au conditionnel. Là. Vous aviez dit aurait, il semblerait. Non, bon, quand on parle au conditionnel, évidemment, nous tous aussi, nous avions appris mais au conditionnel, donc je ne peux ni affirmer ni infirmer ici, mais je ne pense pas qu'on puisse venir dans un groupe et commencer à imposer ses vues, non, surtout pas, parce que bon, quand on revient comme ça vers un groupe, après avoir fait un peu un chemin en solo, en quelque sorte, on peut dire, moi je me pose des questions, si la candidature de Jean-Pierre Bemba était acceptée, est-ce qu'il aurait fait ses mouvements vers les autres?
Je ne pense pas. Donc on peut douter aussi. Donc voilà. Mais alors quand on revient comme ça vers les autres, je pense qu'il faut quand même toute proportion garder, essayer de la jouer un peu douce. Hein, donc voilà quoi. L'ARC est membre du G7, une plateforme d'une demi-douzaine de partis qui ont quitté l'AMP en septembre 2015 pour passer à l'opposition. Vous répondez quoi à ceux qui disent que vous avez été aux affaires et depuis 3 ans au G7, vous voulez donner des leçons aux autres? Non. Je n'aime jamais, moi, me placer en donneur de leçons. Mais évidemment, nous refusons aussi d'en recevoir, de qui que ce soit aussi. Oui, quand nous étions dans la majorité, et en toute objectivité, parce qu'il faut quand même être honnête hein, sur certains points. Moi, je ne suis pas du genre de ceux qui font de la politique un peu trop partisane parce qu'on est dans un camp, on n'accepte pas ce qui se passe ailleurs, et vice-versa. Non, nous avions écrit le programme de gouvernement avec la majorité actuelle. Nous avions cheminé ensemble pendant au moins 9 ans. C'est ça, de 2006 à 2015, ça fait 9 ans. Donc, quelque part, il faut bien accepter que nous sommes aussi comptables. Nous sommes quelque part aussi comptables de ces bilans. Donc, nous n'allons pas, moi, je ne vais pas me dérober, dire que parce qu'on est parti une année avant, dire que non, écoutez, ces bilans-là ne nous concernent pas. Non, nous étions aux affaires avec les amis de la majorité. Donc, nous devons avoir quand même cette hauteur de vue et essayer d'accepter que nous sommes quand même comptables de ces bilans, nous en avions fait partie. Mais maintenant, question qu'il fallait se poser, pourquoi on était parti, c'est tout simplement ça d'ailleurs. On était parti pour des raisons très simples. Il y avait un seul mobile, il n'y avait rien d'autre, c'était pas compliqué, c'était éviter que la Constitution soit mise en mal, éviter l'éventualité d'un troisième mandat. Alors, donc, aujourd'hui, on peut dire, les gens qui ont critiqué le G7, beaucoup ont critiqué le G7 au début, hein, ceux qui étaient dans l'opposition, qu'est-ce qu'ils ne disaient pas, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit. Pour eux, voilà, nous étions des faux opposants, nous qui venions, mais malheureusement, on a remarqué après que ceux que nous avions trouvés dans l'opposition, qui ont traversé, sont devenus beaucoup plus... enfin, je ne dirais pas plus kabylistes, mais ils sont devenus beaucoup plus majorité qu'une majorité. Donc nous avions... C'était seulement ça. C'était ça la seule raison. Mais bon, aujourd'hui... Logiquement, en ce qui me concerne, là, c'est vraiment à titre personnel. Je me suis toujours posé des questions. J'ai dit, mais comment faisons-nous la politique ici, dans ces pays? Parce qu'en réalité, quel est le mobile pour lequel on était parti? C'est celui dont je viens de parler. Aujourd'hui, on peut dire que ce mobile a été, et cette raison a été vidée. Le mobile a été atteint, la raison a été atteinte. Donc, en réalité, si on faisait de la politique normalement, nous allons nous poser la question, maintenant que le mobile pour lequel nous sommes partis a été vidé, que faisons-nous? Mais les amis de la majorité aussi, eux aussi, auraient pu se poser aussi des questions en se disant, que faisons-nous face à nos amis qui, eux, dont la raison pour laquelle ils sont partis a été vidée. Donc, mais bon, malheureusement, nous sommes un peu... J'ai toujours regretté ça. Nous faisons de la politique d'une manière un peu... Parfois, on développe des oppositions un peu charnelles, personnelles, ce qui n'est pas bon pour l'intérêt de la nation. En fait, tout ça, qui en pâtit, c'est le peuple. Vous avez quitté la majorité présidentielle pour exiger le respect de la Constitution. Ouais. Il y a eu des appels à la mobilisation. Malheureusement, de plus en plus, depuis 3 ans, ces appels à la mobilisation échouaient. Bon, je ne sais pas quand vous dites appel à la mobilisation. Attention, parce que finalement... Est-ce que, si on nous dit qu'on a échoué par rapport aux appels à appeler la population, vous savez, nous avons parfois, tout le monde d'ailleurs, hein, on a parfois du mal à faire passer des messages au niveau de la population. Il y a un problème qui se pose clairement, que nous connaissons. Il y a un problème de maturité politique criant dans le pays. Tout le monde n'a pas accès à la même information, ce qui fait que la population réagit comme elle veut ou comme elle peut. Mais en réalité, est-ce que le résultat a été obtenu? C'est ça la question. Est-ce que le résultat a été obtenu? C'est ce que je viens de dire. Le résultat a été obtenu. OK. Il y a pas eu, la Constitution n'a pas été bougée. Voilà pourquoi, d'ailleurs, quand on parlera peut-être des transitions, je vais vous donner mon avis sur ça, par exemple. Parce que, bon, la Constitution n'a pas été bougée. Nous avions voulu veiller à cette Constitution. Elle est là. Donc, le mobile pour lequel nous étions partis a été... La raison a été... Le mobile a été... La raison a été vidée, mais l'objectif a été atteint. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que le G7 a échoué, le G7 n'a pas échoué. Mais maintenant, c'est question de voir qu'est-ce que la classe politique pense en réalité.
C'est ça le problème. C'est curieux que vous dites ça parce que depuis 2 ans, il y a une sorte de prolongation du mandat de Joseph Kabila. Que je dise que... C'est curieux que je dise quoi? Que je dise... Que vous avez réussi parce que ça fait 2 ans qu'il est en prolongation de mandat. Mais oui, madame, observez, on a connu des périodes de renversements, des transitions dans ces pays et tout ça. Mais vous avez vu qu'on est allé aux accords de la Saint-Sylvestre, malgré ces accords-là. Malgré les accords, on a cherché à préserver, parce que ces accords-là nous ont amené à une transition. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, on est dans une transition. C'est une petite transition qui ne dit pas son nom, de 2016 à aujourd'hui. Ouais. Mais, vous voyez que on n'a pas voulu, personne n'a voulu prendre les risques de dire, voilà, de proposer qu'il y ait un soubassement à cette période, c'est-à-dire qu'il y ait un acte de transition qui couvrirait cette période. Parce que, pourquoi? Tout simplement parce que personne n'a voulu, ne s'est permis, ne voulait se permettre de bouger la Constitution. Parce qu'il y en a qui se sont battus pour la Constitution. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une transition, certes, mais nous avions quand même réussi à faire maintenir la Constitution. C'est ça le vrai problème. Alors parlons de cette transition tacite, si vous voulez. Et certains sont pour et d'autres contre cette transition avec Joseph Kabila à la tête du pays. C'est quoi votre position? Avant même de parler de transition avec Joseph Kabila, au centre de Joseph Kabila, ces mots-là, même transition, pour moi, ce n'est plus à la mode aujourd'hui. Vous savez, quand vous voyez l'histoire de l'État, quand vous voyez l'histoire de cet État, en 10 ans, ici, en l'espace de 10 ans, en 93, il y avait la conférence nationale. Ça a débouché à quoi? Ça a débouché sur quoi? Par exemple, on a connu un parlement de transition, la HCR pété. On est allé en transition. En 2000, le président Mouzé, le président Kabila, les pères, avaient aussi mis en place un autre parlement de transition à la CLPT, où j'ai participé. Moi, j'étais député de la CLPT. Je salue d'ailleurs tous les collègues qui me suivent en ce moment, qui ont fait un grand travail, qu'il faut le féliciter, que beaucoup de gens ne reconnaissent pas, mais on s'organise pour que cela soit reconnu. Donc, il y a eu la CLPT. Après, nous sommes allés tous à Sun City. À Sun City, on a signé un pacte républicain. Dans ce pacte-là, on s'est dit, plus jamais, on ne va plus prendre le pouvoir par des moyens détournés, des transitions, des ceci ou de cela, des arrangements entre politiciens, tout ça. Il faut remettre le pouvoir au souverain primaire qui est le peuple. Donc, nous nous sommes dit, le pouvoir ne peut être obtenu que par les élections. Donc, et nous sommes rentrés, il fallait une petite transition pour mettre tout le monde au même niveau. Il y a eu les 1+4, donc ces parlements-là. Et puis enfin, on a commencé à faire les élections. Nous connaissons 2 cycles électoraux déjà. On va au 3e cycle. Comment peut-on imaginer aujourd'hui qu'elle revienne encore à ces modes de transition? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, 1, déjà, il faut en donner les mobiles. 2, il faut qu'il y ait un soubassement. C'est-à-dire que cette transition doit s'asseoir sur un document. Ça sert à quoi? Un acte de transition. Si on met un acte de transition, ça va abroger automatiquement la Constitution. Alors, je prends les gens du G7. Nous, les G7 qui nous sommes battus pour la Constitution, nous allons accepter, nous, d'aller dans une transition. Donc nous allons accepter nous-mêmes de mettre de côté la Constitution pour laquelle on s'est battu pendant 3 ans, avec laquelle on a eu des démêlés avec des amis. Non, c'est pas possible. Donc on ne peut même pas imaginer une transition. Et puis qu'est-ce qu'on fait des institutions légitimes qui sont là? Depuis plus de 10 ans, le peuple donne le pouvoir à des élus qui décident à aller à leur place. Donc, si vous faites une transition, on va nous parler encore d'un parlement de transition. Donc, moi, député national, vous allez dire que j'ai de francs ma chapelle, mais il faut quand même que quelqu'un le dise. Donc, on va me dire, moi, qui suis élu, qui a été élu, certains vont dire non, ils ont été mal élus, peu importe, c'est les discours qu'on connaît dans le pays. Mais vous allez dire à ce genre, à nous autres qui étions élus, au moins même par une personne, au moins, que non, vous devez être remplacé par des gens qu'on prendrait comme ça à la maison, qui deviendraient, par exemple, députés de la transition. Donc, on reculerait encore, on ferait reculer l'État de combien d'années encore? Alors qu'aujourd'hui, donc on confisquerait au peuple son pouvoir, de donner, de retirer le pouvoir. Donc, ce n'est pas normal. Donc, tout ça, même les institutions légitimes seront mises à mal. Et enfin, bon, parler aussi de la transition sans Kabila, franchement, c'est rêver debout, hein, parce que c'est lui le chef. Il est la Constitution, il est le président de la République.
de par cette constitution. Donc, si vous dites que vous allez faire une transition sans lui, c'est-à-dire, en fait, vous cassez l'ordre constitutionnel. Si vous cassez l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire, vous remettez tout en cause. Donc, vous faites reculer l'État. Et maintenant, demain, alors, celui qui prendra, là, il va diriger la transition. D'où tirera-t-il sa légitimité? De qui tirera-t-il sa légitimité? Soyons quand même sérieux. Je pense que dans l'État, quand on conduit les affaires de l'État, ou quand on est à un niveau élevé de l'État, je pense qu'il ne faut pas voir ses intérêts personnels. Donc, vous savez, j'ai vécu quelque chose, excusez-moi, juste quelque chose. J'ai participé aux concertations. J'ai vu quelque chose d'abominable. Et c'est ça la mentalité d'hommes politiques, parfois, certains hommes politiques de chez nous. Nous avions terminé, j'étais dans, comment on appelait ça, la compétition qui parlait de la décentralisation. On termine les travaux, on voit quelqu'un, excusez-moi, entre guillemets, c'est un professeur, je ne citerai pas son nom, un professeur d'université, qui s'élève, qui dit, mais on termine comme ça, nous allons partir, et nous qui avions travaillé, quel sera notre sort? Moi, je me retourne, je lui pose la question. Nous qui avions travaillé où? Mais nous sommes ici, mandatés, donc nous travaillons au service du peuple. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous savez ce qu'il voulait dire? Pour lui, il fallait que la concertation fasse des propositions, parce que pour lui, il estimait qu'il y avait des problèmes et que les gens ne s'entendaient pas. Il fallait mettre toutes ces institutions de côté et que nous qui étions délégués aux concertations devenions d'office députés d'une transition. Vous voyez comment quelqu'un de ces niveaux-là pouvait raisonner, et malheureusement c'est ça là, et il n'est pas seul dans ces cas. Et là, c'est que moi je combats totalement ça. Donc il est hors de question de parler d'une transition, et encore moins d'une transition sans Kabila, parce que ça sera de la folie. Est-ce que l'article 70 ne règle pas ces querelles sur le soubassement d'une transition? Le président de la République reste en place jusqu'à l'installation d'un nouveau président élu. Heureusement, je vous le laisse dire, même moi, député, c'est-à-dire, je ne pars que le jour où il y a une installation de la prochaine Assemblée. Donc voilà, c'est pas nous, c'est la Constitution qui vous arrange. Donc, écoutez, si je suis encore là 2 ans de plus, c'est pas de ma faute. Je ne suis pas pouvoir organisateur des élections. Le pouvoir organisateur des élections, c'est le gouvernement, à travers son organe technique qui est la CENI. Donc, moi, je reste là, tant qu'on ne me dira pas qu'il y en a d'autres qui viennent. Dès qu'on organise des élections, voilà pourquoi il faut aller aux élections. Parce que aujourd'hui, s'il y a dialogué, il y a discuté, je pense qu'il faut discuter sur les modalités des élections. Comment les élections peuvent se passer aujourd'hui? Tout le monde crie sur la machine à voter. On peut débattre sur ça déjà. Le fait est que certains voulaient une transition sans Joseph Kabila, pendant qu'eux-mêmes sont députés ou ont des camarades, des collègues députés qui ne réclament pas leur propre départ. Non, c'est-à-dire, c'est un état d'esprit dans ces pays. C'est ça le mal là, c'est ça le mal ici. C'est-à-dire que celui-là qui dit, ou s'il n'est pas député, ou s'il est député, il sait qu'aujourd'hui, il sait que bon, dans cette transition-là, moi je me retrouverai, j'aurai un ministre ou deux, j'aurai ceci, j'aurai un PDG. Non, vous savez, on ne peut pas chercher perpétuellement à vouloir faire reculer l'État. C'est pas normal. Qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, il faut quand même être honnête, en toute objectivité. Dès lors que nous avions signé un pacte républicain à Sun City, que désormais le pouvoir ne pourrait être donné que par le souverain primaire, qui est le peuple, tout le monde a le mot là, peuple, dans la bouche. Hein. Alors, le peuple a dit, mais oui, mais respectez ces peuples-là. Donc, dès lors qu'on a signé ce pacte républicain, donc nous ne pouvons plus reculer et revenir dans une forme de distribution de pouvoir totalement anarchique. Donc le pouvoir ne peut venir que du peuple et à travers des élections. Donc le combat qu'on doit mener aujourd'hui, c'est d'aller aux élections. Voilà. Vous qui soutenez sur ce plateau une transition avec Joseph Kabila, vous risquez un lynchage, même médiatique, de la part de vos copains de l'opposition. Non, écoutez, chacun a sa façon de voir les choses. Chacun a sa façon. Il faut un peu d'objectivité. C'est ça le problème. Vous savez, c'est ce qui tue la politique dans notre pays. C'est exactement ça. Parce que ceux qui sont la majorité pensent que rien de bon ne peut venir de l'opposition. Ceux qui sont dans l'opposition, pour eux, ne voient rien de bon de tout ce que fait la majorité. Et tant qu'on ira comme ça, tant qu'on fera la politique comme ça dans ces pays, on n'aboutira jamais à rien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quel est le vrai problème? Le vrai problème aujourd'hui, c'est les discours. Certains comportements qu'on voit, certaines réactions que nous vivons aujourd'hui sont dues au discours que l'on entend en face, par exemple. Si vous êtes dans l'opposition,
vous passez votre temps à menacer ceux qui sont dans la majorité. En disant non, j'entends des discours, hein, même d'une dame un peu sérieuse aussi, hein, les gens comme ça, non, nous avions souffert pendant 10 ans, eux aussi doivent faire souffrir pendant 10 ans. Ce ne sont pas des discours. Quand vous faites ça, quelle réaction vous créez en face? Ils se disent, écoutez, mais ces gens, donc ils ne viennent pas pour faire vivre l'État, assurer la continuité de l'État, ils viennent prendre une revanche. Et quand on est dans un climat comme ça, c'est-à-dire que ceux qui sont aussi au pouvoir, c'est cramponne. Mais malheureusement aussi, de ces mêmes côtés-là aussi du pouvoir, on entend aussi certains discours qui ne rassurent pas aussi. C'est-à-dire des discours comme quoi, ben, ceux-là, on va marcher dessus, ceux d'en face, on va les marcher dessus. Donc voilà, il faut que de part et d'autre, qu'on arrête. C'est peut-être une position un peu centrale ou quoi, mais c'est une position objective. Moi, j'ai toujours cherché à être objectif. Là où ça ne va pas, je l'ai dit. Donc aujourd'hui, je l'ai dit et je le répète, il est hors de question de penser à une quelconque transition nauséabonde, excusez-moi le terme. Donc, et encore moins une transition sans Kabila. Donc le combat aujourd'hui, c'est d'aller aux élections, tout simplement. Maintenant, discuter, mener des débats sur la machine à voter et sur les restes. Voilà. On va évoquer cette double rencontre d'opposants à l'étranger. D'abord à Bruxelles, il y a eu des résolutions, je ne sais pas si on peut les appeler ainsi, la réorganisation ou la réforme de la CENI. Est-ce que ça ne va pas retarder le processus, étant donné qu'on se connaît, hein, pour se choisir des délégués, on prend tout notre temps, on prend des mois. Bon, vous savez, moi je maintiens, je suis du G7. Et je l'ai dit toujours, je suis parmi les cadres du G7. On ne m'a jamais appelé, moi, pour me dire qu'écoutez, d'abord par rapport à ce dont on parlait, que non, nous allons mettre la Constitution de côté pour laquelle on s'est battu pour une transition. On ne m'a jamais dit ça, et j'espère qu'on ne me le dira jamais, parce que sinon on ferait une chose et son contraire. Deuxièmement, dans les alliances, moi, je veux bien qu'il y ait des alliances, mais malheureusement, il faut parfois dénoncer certaines hypocrisies. Il y a des hypocrisies. Ça ne sert à rien de couvrir certaines hypocrisies, quoi. Moi, je veux bien qu'on se mette avec des gens. Je vous ai donné l'exemple ici, aujourd'hui. Le MLC. Excusez-moi. Je vous ai dit ici, si un candidat était bien repris ici, est-ce qu'ils auraient fait la démarche vers les autres? Parce qu'on a vu pendant tout ce temps, quand le G7 a été créé, on a vu la réaction. Aux concertations, on a vu les réactions. Même au niveau des accords, quoi, les accords de la Saint-Sylvestre, on a vu la réaction. Quand on proposait Lumbi comme président du CNSA et Félix Tshisekedi comme Premier ministre, allez vérifier les archives, vous verrez la réaction du MLC. Qu'est-ce que ça donnait? Aujourd'hui, voir tout d'un coup, patatras, les MLC qui revient vraiment vers nous. Moi j'ai doute un peu sur ces genres d'alliances. Hein. J'ai doute un peu sur ces genres d'alliances. Et on peut parler comme ça de plusieurs personnes. Mais néanmoins, tout ce que l'on peut faire, je ne suis pas là pour critiquer des gens, mais je dis ce que moi je vois, hein, ce que je pense pour certaines alliances. Il y en a qui nous ont vilipendés, qui sont allés à la cité de l'OIA, qui ont fait des choses là-bas, et puis après, dessus là-bas, ils sont revenus. Tout ça n'augure pas un avenir. Et puis même nos amis de l'UDPS avec qui on a cheminé un peu pendant longtemps, quand vous entendez les discours... Selon vous, qu'est-ce qui les met ensemble? Qu'est-ce qui vous met ensemble? Ce qui nous met ensemble, c'est que nous sommes de l'opposition. Mais c'est tout. Et en dehors de ça, il n'y a rien. Parce que quand on entend certains discours, non, l'UDP tient deux langages, le secrétaire général tient un autre langage. Pour lui, il n'a besoin de personne. Il n'a besoin d'aucune alliance. C'est Félix ou rien. Son président n'a fait que le calmer. Moi, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire de ces côtés-là, mais... Il y a des problèmes d'ego ou de vision? Il y a tout, il y a un peu tout. Il y a un problème d'ego, c'est vrai. Certains qui se disent, bon, écoutez, c'est nous les plus forts. Voilà.
Non, certains se disent c'est nous les plus forts. Donc nous avions commencé l'opposition depuis longtemps, c'est nous ou rien. Nous avions risqué ceci ou cela, c'est nous ou rien. Donc chacun vient comme ça. C'est pour ça que je tiens un peu à l'originalité du Jet 7. Moi, je parle un peu plus de l'originalité du Jet 7 pour essayer, parce que j'ai comme l'impression, à un moment, il m'arrive parfois à penser que les combats n'est pas les mêmes. On a mené un combat qui n'est pas les mêmes. Et nous avions vécu des choses, nous, au Jet 7, hein, on a été traités de tous les noms d'oiseaux, tout ce que vous voulez. Mais, néanmoins, maintenant, il faut voir l'intérêt de la nation. Donc, est-ce que tout le monde comprendra ça de la même façon? Je n'en sais rien, mais j'espère. Bon, je n'ai pas eu ma réponse sur la réforme de la CENI évoquée à Bruxelles, mais bon, ils ont aussi évoqué la réforme de la CENI. Non, oui. non. La réforme de la CENI. Non, quand j'ai dit allons aux élections, j'ai dit il faut débattre. Par exemple, on peut débattre de la machine à voter. Il y a aussi tous ces points-là. Pourquoi on garderait, par exemple, quelqu'un que son parti récuse? Pourquoi? Vous faites allusion à Kalamba, le rapporteur. Je n'ai cité personne. C'est moi, c'est lui-là, on se connaît très bien. C'est lui dont on demande le départ. J'ai vécu un scénario à l'Assemblée nationale quand j'ai vu ça. J'ai vu les petits théâtres qu'il y avait là. Je me suis dit, mais écoutez, si ce parti les récuse, pourquoi pas? Mais est-ce qu'il faut... Est-ce que maintenant, à 3 mois des élections aussi, il faut tout chambouler ou remplacer seulement ce dont on néglige le départ? Il y a aussi lieu de se poser des questions. Si on veut on veut les élections, c'est vrai. Mais est-ce qu'à 3 mois, est-ce qu'on ne donnerait pas aussi des arguments aux autres pour dire que non, écoutez, mais si on chamboule tout, écoutez, ça reste comme ça, on va rester comme ça des années. Mais bon, là, je ne peux pas prendre position, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai débat là-dessus, et vraiment en toute objectivité, et surtout en cherchant l'intérêt de la nation. Ils ont aussi évoqué la décrispation. La décrispation, pour vous, est-ce que ça veut dire relaxation des prisonniers de droit commun? Un député pris en flagrant délit de viol ne peut pas être poursuivi parce qu'il est dans l'opposition? J'ai toujours, sur ce point-là, j'ai toujours été embêté, je dois vous dire. J'ai toujours été embêté entre la difficile conciliation entre la politique et la justice. Vous savez, c'est là le vrai problème. Il y a des dossiers purement politiques. Mais dès lors qu'il y a un penchant juridique dans l'affaire, il y a la justice. Maintenant, l'homme politique ne sait pas, à un moment, ne sait pas quelle position prendre. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut réellement? Mais il faut quand même qu'il y ait un geste. Hein? Il faut quand même qu'il y ait un geste clair. Un geste clair qui... De quel genre? Bon, tous les cas ne sont pas similaires. Hein. Tous les cas ne sont pas similaires. À l'opposition, vous parlez des prisonniers emblématiques. Bon, ce terme-là, bon, il y en a qui, je ne sais pas en quoi un prisonnier peut être emblématique. On a cité même des gens comme des Lumbala qui étaient emblématiques. Bon, donc c'était des cas emblématiques. Bon, je ne sais pas qui a sorti premier ces termes-là. Mais il y a quand même, lieu de se poser de questions. Il y a quand même lieu de se poser de questions. Moi, je ne demanderais pas qu'on fasse table rase de tout, mais qu'il y ait quand même un peu de conscience et surtout du bon sens dans le traitement des dossiers de tout un chacun. Vous faites allusion à quoi? Vous attendez à quoi, par exemple? Non, j'ai dit à une étude, au cas par cas, et puis voilà, quoi. Voilà, c'est ça mon problème. Parce que bon, on ne va pas demander comme ça. Parce que c'est ce que j'ai dit. Il y a cette difficulté-là, de concilier à la fois la politique et la justice. Parce que bon, un tel cas, on peut dire que juridiquement, ça c'est un cas qui relève de la justice. D'autres ne voient pas ça comme ça. Ils voient que c'est un cas qui relève de la politique et vice-versa. Donc, c'est pour ça que j'ai dit il faut un peu d'équité, donc vraiment du bon sens, et qu'on étudie les choses au cas par cas. Il nous reste 10 minutes. On va parler de la Cour pénale internationale, puisqu'on a évoqué la justice il y a un moment. Il faut prendre au sérieux les menaces de Kinshasa de quitter la Cour. Oui, avant d'en arriver là, mais au fait, moi j'aime toujours une méthode un peu pédagogique pour que les gens comprennent, mais rapidement. La CPI relève des États.
signataires qui ont signé. Nous avions signé les statuts de Rome. Et nous étions d'ailleurs, les instruments de ratification ont été remis. Nous étions 60e à remettre les instruments de ratification. D'ailleurs, et les textes disaient qu'au 60e dépôt des instruments de ratification, la CPI entrait en. Donc, lors du dépôt de la RDC, la CPI a commencé. Donc, et puis, le Congo a beaucoup coopéré avec la CPI. C'est l'un des premiers États, l'un des rares États qui a beaucoup livré même ses propres. Mais c'est l'impression que la CPI a donnée après, dans son fonctionnement, qui pose problème. Elle s'est fourvoyée d'après vous? La CPI a donné l'impression de ne s'attaquer qu'aux faibles. Vous voyez, l'action a été plus dirigée vers les États africains, vers les Balkans. Vers les Balkans, on a vu les Milosevic, des Radovan Karadzic, de ceux-ci qui sont allés à la CPI. Et puis les restes, c'est des Africains. Bemba, Gbagbo, qui a celui du... Gujolo, Thomas Lubanga. Celui du Libéria, l'ancien chef d'État, là, tout ça. Donc on a vu qu'il y avait une concentration. Alors quand j'ai entendu M. Bolton, conseiller en matière de sécurité du président Trump, dernièrement, parler de la CPI tel qu'il parlait, je me suis dit, il y a un problème. Parce que déjà, quand vous voyez qu'il y a une organisation internationale dans laquelle les grands n'y participent pas, refusent d'adhérer, vous savez que les États-Unis, la Russie et la Chine ne sont pas membres de la CPI. Donc, le Rwanda non plus. Donc, enfin, je parle des grands. Donc, quand vous voyez déjà comme ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il y aura un problème. Et moi, je m'attendais à ça, qu'un jour, il y aura un problème. Dès qu'on aura affaire à l'un de ces grands, il y aura un problème. Parce que les États-Unis ont même menacé d'arrêter même les juges de la CPI, si jamais ils arrivaient à juger des Américains. Alors maintenant, quel est l'avenir de la CPI? Alors maintenant, c'est là où, par rapport à ça, c'est là où il se pose le problème de la légitimité de la réaction congolaise. Donc on peut se poser, en étant responsable d'un État, on peut se poser des questions sur l'appartenance ou non à une institution pareille. Parce qu'on dit, bah, écoutez, si ça ne s'occupe que des faibles, on ne peut pas attaquer les autres, il n'y a que nous, est-ce que devrons-nous y rester? Mais maintenant, de l'autre côté aussi, il faut voir qu'est-ce que la CPI a aussi apporté de bon. Évidemment, dans son fonctionnement, ce n'était pas bien, mais ce qu'elle a apporté de bon, c'est que la CPI a quand même eu un effet dissuasif. C'est-à-dire que ça a dissuadé quand même certaines personnes à commettre des bêtises, surtout des crimes de grande ampleur. Bon, maintenant, par rapport à ça, surtout dans des pays conflictuels, dans des pays de guerre en permanence. Comme ça n'a pas empêché les tueries au Kasaï? Non, je veux bien. La CPI n'empêche pas, malheureusement. La CPI vient après. C'est des actions qui se passent dans un État. Mais néanmoins, il y a quand même un effet dissuasif. Oui, vous parlez de cette dissuasion, en fait. Ouais. Oui, mais vous savez... les auteurs des tueries au Kasaï ne se sont pas empêchés de le faire. Non, vous savez, on ne peut pas échapper à ça, il n'y a pas de règles sans exception. Mais néanmoins, il y a quand même cet aspect dissuasif où beaucoup hésitent pour faire des crimes, parce que se disant, non, je risque de finir à la CPI. Mais maintenant, dès là, il faut maintenant doser, il faut comparer, voir quel intérêt pour l'État, qu'est-ce qui est bien, rester, parce que bon, il y a un effet dissuasif qui empêcherait peut-être... C'est pas la vie des 5000 victimes qui se sont constituées partie civile dans l'affaire Bemba à la CPI. Non, vous savez, je n'ai pas pour habitude de commenter des décisions de justice. J'estime que j'ai toujours fait confiance à la justice, n'importe laquelle, mais à condition. Et là, bon, vous savez, dans un procès, il y a toujours un gagnant et un perdant, malheureusement. Alors, on va reparler des élections. Député national de Kasongo-Lunda, c'est un territoire du Congo. Congo, c'est dans l'ex-Bandundu. Vous êtes candidat de nouveau? Oui. J'estime avoir rempli ma part de contrat. Ok, en attendant l'affichage des listes officielles. Aujourd'hui, d'ailleurs. C'est aujourd'hui qu'on va voir, en attendant. Quelles sont les raisons pour lesquelles vos électeurs voteraient de nouveau pour vous? Non, je pense que si vous avez la chance de poser la question à ces gens, à mes électeurs, ils vous diront, moi, il y a un problème, c'est vrai, dans le pays, de la perception du député, du mandat de député. Parce que bon, chez nous, on prend un député comme, pour ce qui n'est pas, au fait.
Un député, c'est l'avocat. C'est tout simplement l'avocat. Et il a comme client son peuple, et le peuple. Donc, il vient plaider pour ce peuple-là en disant que voilà, mon client ne peut pas bien manger parce que le véhicule n'y arrive pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas de pont. Donc, il vient plaider pour celui qui a l'argent, qui détient l'argent, qui est le gouvernement, d'aller construire un pont pour son client. Donc, voilà. C'est-à-dire, en fait, c'est ça le mandat. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe lors des élections et des campagnes électorales chez nous? Déjà, les députés lui-même vont promettre des choses qu'il ne peut pas tenir. Il va promettre... Quelles sont vos victoires à Kasongo-Lunda? C'est d'avoir défendu mon peuple. Et vous avez les archives de l'Assemblée nationale. On peut avoir des archives d'ailleurs. J'ai été parmi les rares à vraiment bien défendre ces territoires-là. Oui, et les gens le savent. Le grand oral, le show à la télé, c'est bien. Mais sur terrain, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des changements? Mais attendez, qu'est-ce que... Je vous dis, quand un avocat va à un procès, le problème, qu'il défende son client et qu'il gagne. Ok? Nous, c'est vrai, nous avions défendu. Mais il faut bien voir. Celui qui détient la marmite, nous avions demandé à obtenir une route. Mais vous voyez les réseaux routiers ici, c'était incroyable. Mais on a commencé, par exemple, de Bukangalonzo pour faire la route nationale 16 là. Ça a commencé, les travaux n'ont pas terminé. Ça, c'est pas la faute aux députés. Nous avions demandé des choses, mais je ne vais pas citer des petites actions individuelles ou des gens, ou d'un petit groupe d'individus. Moi, je vois un peu les actions à impact provincial ou territorial, c'est-à-dire directement. C'est vrai, nous sommes un territoire enclavé. Nous nous sommes beaucoup battus. Vous savez, il y a des dossiers pour lesquels vous pouvez poser un problème aujourd'hui et avoir une solution dans 7, 8 ans, 10 ans. Quoi. Voilà. Mais néanmoins, nous avions au moins, il y a un pas qui a été franchi, c'est que les problèmes ont été posés, contrairement à ce qui s'est passé avant, où personne ne posait le problème. Mais nous avions quand même pu poser des problèmes comme il faut et nous attendons. Il y a des solutions qui ont commencé, mais avec la continuité de l'État, peut-être ceux qui viendront après nous, ou si c'est nous. Donc, ils pourront terminer le travail. Mais ce n'est pas un travail d'un jour ou de 2 ans, non. On a le droit de parler d'Olivier Kamitatou, il est candidat de nouveau, lui? Non, il n'a pas pu se faire enrôler. Voilà. Ah, mais il en avait envie. Pardon? Il en avait envie. Il faut lui poser la question, peut-être. Ça fait 2 ans qu'il est à l'étranger, là. Il faut lui poser la question, peut-être. Ça fait 2 ans qu'il est à l'étranger, donc on comprend. Il faut lui poser la question. Ça fait 2 ans qu'il est à l'étranger, on comprend qu'il n'a pas pu obtenir sa carte d'électeur. Je peux vous confirmer qu'il n'a pas pu... Voilà, bon, écoutez, on verra. Ça fait 2 ans qu'il est à l'étranger, non? Oui, mais bon, vous savez ce qu'il fait. Ah, parce qu'il s'est fait porte-parole de Katumbi. Du coup, on se pose cette question. Et la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir, alors, pour lui? Mais attendez, il fait partie. Il travaille avec quelqu'un, il fait partie d'un groupe politique, mais il a été appelé à travailler avec celui qui conduit ces groupes politiques. Voilà. Il n'y a pas un péché à ça, à ce que je sache. Oui, parce qu'en tant que chef de parti, on s'attendait à ce que lui-même fasse tout pour conquérir le pouvoir, l'exercer. Oui, on l'aurait souhaité, mais vous savez, à un moment, parfois, il faut aller en groupe. Hein. Mais on l'aurait souhaité, c'est vrai. On va terminer par la conférence minière. Oui. À Colosi, au Lualaba. Vous avez été vous-même ministre provincial des Mines. Oui, j'ai été ministre provincial des Mines pour le Bandundu de 2007 à 2011. Hein. Donc j'ai participé à certaines conférences minières. Quel impact de ce genre de forum? Je vais vous dire, il y a eu 3 conférences minières. Donc, il y a eu Lubumbashi, Goma et enfin Colosi. Mais je peux vous rassurer que c'est la meilleure conférence qu'il y a. Celle qu'il y a eu à Colosi, c'était la meilleure. Tout simplement pourquoi? Parce que si je dois aller pour un raisonnement terre à terre, il y a eu un discours pro-population. C'est-à-dire, au moins, on a défendu la population. Et là, c'est là découle du code minier. C'est-à-dire, on a vu que la pression fiscale est passée de 9, on avait une pression fiscale de 9%, de 9 à 13%, alors qu'on n'a même pas encore atteint la moyenne au niveau du monde qui est de 19%. On a vu que l'ancien code nous rapportait, et là il faut mettre ça aussi au crédit de l'Assemblée nationale qui a voté la loi. L'ancien code
permettait à ce que l'État puisse gagner au moins 800 millions, mais avec le code révisé, parce qu'il n'y a pas un nouveau code, c'est le code révisé, et c'est là soit dit en passant, j'avais voté ce code-là en 2002 comme député à la CLPT, donc voilà, c'est la CLPT que je salue encore, qui a voté ce code-là, et avec le code révisé, on passe à plus de 2 milliards de recettes. Et puis, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait que le chef de l'État soit vraiment ferme en disant qu'il faut impérativement, c'est une obligation stricte d'appliquer ces nouveaux codes. Ce qui posait un peu de problème parce que les gens voulaient que le code soit appliqué au cas par cas et tout ça. On ne peut pas faire ça. Donc au moins, pour moi, c'est la meilleure des conférences. De trois qu'on a eu, l'écologie était la meilleure tout simplement parce que là au moins, le peuple était au centre du débat. Vous y étiez, vous? Non, je n'y étais pas, malheureusement. On a terminé. Une conclusion de votre part? Bon, tout ce que moi je voulais demander, c'est aux hommes politiques que nous puissions comprendre que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous, ni pour nos intérêts personnels, et que nous le faisons pour la population. Il faudra bien que les gens se battent dans tout le combat qu'on mènera, que nous mènerons, que chacun pense d'abord à l'intérêt de la population, que ce soit. Je ne vois pas, parce que je ne vois pas comment, si chacun de nous, ma population de Kasongo-Lunda ne viendrait pas se battre ici pour gagner quoi. Non, mais c'est à nous qui les représentons, à nous qui les représentons, de nous battre pour que cette population-là demain se retrouve et de surcroît toute la population congolaise. Évitons l'esprit partisan. C'est-à-dire quand on fait partie d'un groupe, on devient comme aveugle. Il faut qu'on évite d'être un peu aveuglé par rapport à son appartenance. Quand on est de la majorité, il faut accepter aussi qu'il y a des bonnes choses qui peuvent venir de l'opposition. Et quand on est de l'opposition, il faut accepter que tout ce que fait la majorité n'est pas mauvais, n'est pas que mauvais. Donc voilà, moi, je l'ai dit souvent, et j'aimerais qu'on fasse la politique avec objectivité. Nous allons aller aux élections, mais il faut que les gens se présentent pour un but, pour rendre service. Il ne faut pas aller comme candidat tout simplement parce que bon, demain il faut qu'on s'appelle député ou sénateur, ou je ne sais pas moi qui, président de la République ou que sais-je. Mais il faut voir derrière ça ce que vous pouvez faire pour la population. Voilà, c'est tout ce que je peux demander. Certains de ceux qui nous suivent peuvent aller jusqu'à dire que vous faites désormais une opposition molle ou que vous flirtez avec le pouvoir. Vous épousez leur point de vue Non, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. Je venais de dire ici, j'ai décrié certains comportements du pouvoir ici, de la majorité, en disant que non, quand ils tiennent aussi des discours comme quoi ils veulent rien entendre, ils veulent donner l'impression que c'est eux qui sont là, il n'y a personne d'autre, tout ça. J'ai dénoncé tout ça. Mais cela ne m'empêche pas. Non, je suis habitué à ça, vous savez. Je suis habitué à ça. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait des gens qui sortent un peu du lot, qui disent un peu des choses telles qu'elles sont. Moi, l'esprit partisan, je n'ai jamais été adepte de la pensée unique. J'ai toujours évité d'être adepte de la pensée. Je n'accepte pas ça. Quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je l'ai dit. Et j'accepte ce qu'on me dit aussi en retour. Mais néanmoins, je pense que faisons de la politique. Pas pour nous, faisons pour les autres. Et ça nous conduirait, même cette histoire de passation, de pouvoir, de ceci, ça se ferait peut-être dans une ambiance un peu amicale si les gens ne se comportaient pas en chien de faïence. Nous n'avons aucun intérêt pour ça, parce que nous, hommes politiques, nous nous retrouverons. Mais qui trinque? C'est la population. Voilà. Moi, je suis là pour défendre la population. La majorité copie dans la misère, faible pouvoir d'achat, taux de chômage élevé, etc. Voilà. Hubert Tetika, merci beaucoup d'être passé dans ce débriefing qui se termine ici. Il est le porte-parole de l'ARC, l'Alliance pour le renouveau du Congo. C'est le parti d'Olivier Kamitatou, lui-même porte-parole d'Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi, député national de Kasongo-Lunda. Kasongo-Lunda, c'est un territoire du Congo, l'une des provinces de l'ex-Bandundu. À suivre en rediffusion cette émission demain jeudi 7h15, vendredi également 7h15. On se retrouve